ce qu'on a proposé, c'est pour ça qu'on utilise le terme corporéité, c'est pour éviter de sombrer dans le corps, dans sa dimension physique. Et suite à ce qu'on a vu, on se dit, bon, il y a 3 dimensions en fait qui sont imbriquées. Alors vous avez vu tout à l'heure avec ce qu'a expliqué Thierry, qu'il y avait la question du corps social, c'est-à-dire des normes qui pèsent sur le corps. On est aujourd'hui dans un monde qui nous impose des façons, des représentations, des manières d'être, et c'est ce qu'on a appelé le corps social. Le corps symbolique, deuxième dimension qu'on a empruntée à la fois à Michel Bernard, et puis le corps vital. Alors tout ça, ça procède plutôt d'une réflexion, enfin, dans l'article qu'on a écrit avec Thierry, moi je vais beaucoup revisiter Canguilhem sur la question des normes, effectivement, et c'est pour ça que le terme vital, je le reprends à Georges Canguilhem. Et si on veut avoir une image de ce que donnait la corporalité, c'est qu'on a 3 choses qui sont imbriquées les unes dans les autres, à la fois la dimension symbolique, à la fois la dimension sociale, à la fois la dimension vitale. Et c'est ces dimensions que je vais essayer de présenter. Alors la première, le corps social, s'il y a un mot à retenir, c'est la norme. Le corps social, c'est des normes qui pèsent sur nous. Nous, je dis bien à la fois les élèves, mais à la fois on verra tout à l'heure en tant qu'enseignant d'éducation physique, on promène des tas de normes avec nous, qu'on impose à nos élèves et qu'on ne discute pas. Comme tout à l'heure Thierry disait, il faut rediscuter nos contenants de pensée. Hein. C'est ça qu'il disait, c'est-à-dire qu'il nous invite à revoir d'où on parle. Les choses qui nous comme allant de soi, il faut les rediscuter. Et notre formation, et moi je suis en stage, je suis très bien placé pour ça, pour voir qu'il y a des contenants de pensée, des allants de soi qu'on ne discute pas du tout. La notion de progrès, hein, c'est quelque chose qui est une évidence, il faut progresser, c'est obligé, quoi. Voilà, on n'a pas le choix. Première norme sociale, bon là je reprendrai le travail qu'a mené Isabelle Queval, qu'elle a synthétisé autour de la notion de paradigme médico-sportif, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pèse sur les corps cette norme qu'elle résume de la manière suivante, se soigner, bien manger, faire du sport, se surveiller, hein, et qu'on intériorise individuellement, mais aussi c'est une injonction collective qui nous pèse dessus. Et donc tout à l'heure quand on disait est-ce qu'on laisse les élèves seuls face à ça, est-ce que l'école de la République n'a pas comme fonction de permettre aux élèves de se mettre à distance de ça? Après, libre à eux, et quand tout à l'heure Thierry parlait de liberté, libre à eux d'adopter le modèle qu'ils veulent à un moment donné de leur vie. On n'est pas là pour dire il y a un modèle mieux que l'autre. La fonction de l'école de la République, c'est cette mise à distance pour permettre à la personne de pouvoir, par rapport à son activité corporelle, choisir librement le modèle. Mais si on ne discute pas de ça, eh bien on pousse les gens à être à la merci de tous les modèles qui n'attendent que ça, tout à l'heure, et notamment les modèles marchands. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit partout, enfin ce que dit Isabelle Queval, ce que dit Georges Végarléo, c'est qu'on arrivait à une étape particulière du développement de l'humanité où effectivement on a tous la possibilité de pouvoir agir de manière relativement rapide sur son corps. Hein. Il suffit de voir ce qui se passe dans les salles de musculation, enfin, vous êtes tous relativement jeunes, mais moi j'ai un fils qui a 20 ans, voilà, les additifs, les protéinés, tout ce qui permet de se transformer physiquement, ça y va, quoi. C'est son monde, c'est son quotidien. Donc on peut dire que l'éducation physique, soit elle dit beurre que c'est pas bien, mais, ou soit elle ferme les yeux, mais on a une mission par rapport à ça qui est importante. Hein. Et aujourd'hui, sculpter son corps, ça pose le problème de l'éthique. C'est-à-dire vers quoi, au nom de quoi on le sculpte. Ce qui nous amène à cette distinction que propose Canguilhem, que je trouve intéressante, qu'on reprend, hein, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi, hein, Pascal, on n'invente pas grand-chose, hein, je suis allé rechercher des vieux, hein, et qui ont écrit de très belles choses. Et donc Canguilhem amène cette notion que l'on a synthétisée en parlant d'émancipation, hein, c'est la distinction qu'il fait entre la normalité et la normativité. Hein. Il amène le concept de normativité en disant c'est cette marge de liberté que l'individu peut avoir
par rapport à ce qu'on lui impose. C'est une forme de créativité. L'individu devient un sujet au sens où il peut agir et se donner une marge de liberté et s'ouvrir de nouveaux possibles. Et donc quelque part, c'est ce qu'on veut rechercher. Enfin, c'est ce que nous on dit. L'éducation physique doit être une éducation à cette normativité, qui est la base pour une émancipation. Et à cela, je rajoute une phrase que j'aime beaucoup de Bourdieu. C'est ce côté un peu insidieux, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'avec le corps, bon, c'est pas très grave. J'aime beaucoup on extorque l'essentiel au nom de l'insignifiance, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de se positionner comme ci, ou plutôt comme ça, ou plutôt d'adhérer à l'effort, au progrès. Si on reprend quelque chose que je développerai tout à l'heure sur la différence entre accomplissement et puis dépassement. Et sous des formes qui paraissent anodines, en fait, on exige l'essentiel. Et les injonctions les plus sérieuses sont pas forcément et sont loin d'être les injonctions qui sont parlées, qui sont données, qui sont assénées. Mais c'est celles qui concernent le corps. Si on veut, en éducation physique, se dire à quelle vigilance on veut éduquer nos élèves. Le terme vigilance est un mot que j'aime bien. Queval, elle donne déjà 2 pistes. Elle dit attention, il faudrait faire attention à l'idée qu'on peut maîtriser son corps, tel un objet, donc posé en extériorité. Et il faudrait faire aussi attention aux dérives, entre guillemets, hédonistes ou narcissiques. Et elle propose même une piste qui, pour nous, en éducation physique, on n'en cause pas du tout. C'est quand elle parle de sensibiliser les gens à leur transformation du corps, alors qu'à l'adolescence, il y a une sacrée transformation, mais après, quand l'âge vient, au fur et à mesure, on a des transformations très importantes. Donc, l'enjeu du point de vue du corps social, c'est de donner les moyens aux élèves d'explorer différentes normes. C'est pas d'imposer une norme. C'est-à-dire que si on veut faire comprendre ou faire toucher un peu par le corps les normes qui pèsent, il va falloir faire vivre des normes différentes. Tout à l'heure, Thierry disait, en éducation physique, on est sur la tension, sur l'effort. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à Bordeaux, je disais, il faut travailler sur le relâchement. C'est la clé. On sait que c'est la clé de toutes les efficacités, c'est le relâchement. Mais on est tout dans la tension. Les critères de réalisation sont tous dans la tension. Toutes les injonctions, enfin tous les conseils qu'on donne aux élèves pour agir, ils sont toujours sur le faire. Ils sont jamais sur qu'est-ce qu'il faut lâcher. Pareil, tout à l'heure, tu évoquais le lent par rapport au rapide. Donc, si on veut éduquer les élèves à ces normes sociales, il faut leur faire vivre les normes sociales. Pour qu'ils soient capables de pouvoir effectivement aller vers ce qui pourrait être une renormalisation. Si on avait à se projeter en avant en disant ben voilà, quelles normes sociales il faudrait faire vivre aux élèves sur un parcours en éducation physique, et on en a ciblé 4, alors bien évidemment on peut discuter sur les 4, 3 ou il pourrait y avoir une 5e, et on en a ciblé 4 au regard de ce qu'on a pu dire avant. Donc là on reprend la première que vous connaissez si vous avez lu un peu Isabelle Queval, c'est l'idée du dépassement, ou l'idée de l'accomplissement et du progrès. Les normes qui pèsent autour du masculin et du féminin. La distinction entre illimité et le mesuré. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis bien passé dans les activités de pleine nature. J'ai vu comment on est passé d'activités qui étaient mesurées, de prudence. Je vous rappelle qu'à l'origine, les activités de pleine nature, c'est des activités de prudence. On est passé à des activités, quand vous voyez ce qui se passe sur les ultra-trails, on est passé sur des activités de démesure. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est d'explorer les limites corporelles du corps. C'est quasiment mortifère. Donc je ne dis pas que c'est bien ou que c'était mieux l'escalade d'avant à papa ou c'était mieux les trails d'aujourd'hui. Ce que je dis, c'est que si on veut éduquer les élèves pour qu'ils puissent prendre du recul par rapport à ces normes qui sont dans la société, il faut leur faire vivre des contrastes de normes et pas imposer des normes. Et la dernière,
c'est effectivement, ça reprend l'idée de compétition, d'opposition à l'autre, et l'idée plutôt de je fais avec les autres, je suis avec, hein, et l'idée d'harmonie. On peut continuer ce raisonnement, on va le reprendre sur un deuxième volet qui est le corps symbolique, le corps imaginaire. Alors Thierry et moi, on est des aficionados de Bernard Jeu. On a eu, je dirais, le mérite de pouvoir le croiser, lui plus que moi d'ailleurs, dans sa formation. Et on revient sur la dimension imaginaire. Parce que ça, c'est une dimension qu'on retrouve en permanence dans les modèles et les représentations qui sont donnés aujourd'hui autour du corps. Bon, je reprends juste une citation de Michel Bernard sur l'idée que le corps a toujours été porteur de ces imaginaires-là. Et que nous, en éducation physique, il faut qu'on reprenne cette question des imaginaires, hein, et des fantasmes qu'il y a derrière. Bernard Jeu avait travaillé cette question d'une manière très forte, hein, et avait resitué le sport dans les dimensions fondamentales de l'humanité. C'est-à-dire c'est la question de la mort, c'est la question du temps, c'est la question de l'espace, c'est la question de l'humain. Et quand on regarde les analyses qu'il propose, effectivement, on retrouve tout ce qui est fondateur avec la notion de violence au sens. Hein. Il suffit de reprendre son premier ouvrage qui était Sport, mort, violence. Avec derrière cette idée que la mise en scène du sport, eh bien, c'est un défi à la vie. L'homme, quelque part, de manière symbolique, se réapproprie son destin, le temps d'un moment, le moment du temps du sport. Et donc, le travail qu'on a fait, c'est d'essayer de croiser, alors c'est toujours un peu hybride, hein, on bricole en éducation physique entre différents modèles, c'est ce qui fait que peut-être que d'un point de vue scientifique c'est pas forcément acceptable, donc on a un peu bricolé avec trois auteurs qui sont Caillois et sa classification, Bernard Jeu et sa classification, et Michel Bernard, pour essayer de se dire, ben voilà, en éducation physique, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme champ d'expérience culturelle à dimension je dirais anthropologique. La base, c'est Caillois. Caillois dit, voilà, il y a une opposition qui se décline. Alors, l'idée de Caillois, c'est de dire que les jeux, c'est pas quelque chose d'anodin dans la société. Hein. Quelque part, on va y retrouver les enjeux fondamentaux. On peut regarder les sociétés au travers des jeux. Et donc, il dit, voilà, il y a une opposition entre le monde déréglé, alors j'ai mis des guillemets, hein, ça ne veut pas dire qu'il y a une absence de règles, mais c'est où on discute et on reconstruit des règles. Là-dessus, je vous renvoie à l'article qu'avait écrit Thierry avec sa collègue sur les règles dans le monde de l'art, donc le monde du mimicry, et de l'autre côté, un monde réglé. Et à côté de ça, il y a un troisième monde qu'avait évoqué Caillois, qui était le monde du vertige. Je vous rappelle l'Ilinx, hein, donc on retrouve cette dimension-là, l'agone, l'Ilinx et le mimicry. Alors j'ai évacué l'aléa. Hein. Pourquoi ? Parce que si on en est dans une perspective d'éducation, on ne s'en remet pas à l'aléatoire. On a donc une visée intentionnelle et donc à partir de là, ce monde-là est peu compatible avec ce qu'on recherche dans une éducation. Alors le monde réglé, eh bien, on est dans le monde où la règle est imposée. Et Bernard Jeu nous a donné 3 pistes pour vivre des expériences différentes. Alors, ce qu'il appelle l'épreuve, c'est-à-dire la confrontation effectivement aux dimensions de la nature, mais pas que ça, hein, c'est tout ce qui fait autorité. La dimension de la performance, hein, quand aujourd'hui je vois Ghislain Annula, qui est dans le collectif CEDREPS, réinventer la poursuite, hein, je me dis, tiens, il a relu Bernard Jeu, quoi. Mais il y a longtemps que Bernard Jeu avait écrit, et puis dans les mythes grecs, la poursuite, elle est là présente. C'est-à-dire que si on remet le but du jeu, il y a 2 façons d'arriver, de classer les gens. Hein. On peut soit faire ce qu'il propose Ghislain en mettant des gens avec des départs décalés, ou soit on les met tous sur la même ligne et on voit la différence à la fin. On peut voir la différence au départ ou on peut voir la différence à la fin. Mais dans les mythes grecs sur la course, ils sont déjà présents, quoi. On est sur l'idée de poursuite. Alors la performance, c'est le défi du temps et de l'espace par rapport à soi. C'est l'idée d'autoréférence d'aujourd'hui, hein. C'est clair. Et il y a la compétition c'est autre chose. Hein. Par exemple l'escalade, on voit très bien comment on peut passer de la performance à la compétition. Il y a des grimpeurs qui refusent complètement la compétition, c'est l'affrontement à l'autre.
mais qui sont tout à fait dans l'affrontement à la cotation, donc au temps et à l'espace pour nous vertical, où il s'agit de faire 9A, 9B, où chacun a son niveau, 6A, 6B. On n'est pas forcément dans la compétition. Donc c'est 3 dimensions, 3 expériences symboliques différentes. Après, le monde du contrôle, c'est là où j'ai croisé 2 choses. Bernard Jeu donnait déjà une piste. Dans la catégorie épreuve, il évoquait ce qu'il avait appelé la catégorie C, les enfers intimes. C'est-à-dire, à l'époque, il renvoyait au yoga, à toutes ces pratiques où on a une forme symbolique d'approche de la mort, mais au lieu d'approcher la mort en ayant se mettre dans des rapides, on approchait la mort en essayant de jouer sur le propre corps. Donc il y avait une dimension, si vous voulez, contrôle. Ça. On va la retrouver, c'est-à-dire que j'ai mis ces 2 dimensions symboliques que sont d'un côté tout ce qui va tourner autour du contrôle de soi, des effets sur soi, d'une certaine manière, si vous avez suivi un petit peu tout ce qui se passe autour des programmes lycée, vous avez vu qu'il y avait le yoga qui apparaissait comme type de pratique, qui a disparu, mais il y avait en 2000, je me souviens, Geneviève Cogirino dans le GTD travaillait autour des étirements et on était sur effectivement toute une dimension, contrôle, intervention, une forme d'intériorité, ça existe. Et l'autre côté, il y a tout ce qui est vertige. Alors pourquoi c'est dans le même monde, si vous voulez ? Bien, c'est que quelque part, il y a une perte de repère, quoi. Si on va au bout, qu'on aille du côté du vertige, il suffit de tourner ce qu'il y a dans l'acrobatie, ou qu'on aille dans le contrôle de soi, on peut jouer avec cette perte de soi. C'est ce qu'il y a derrière. Donc on se retrouve avec, si vous voulez, 6 champs d'expérience culturelle à faire vivre en éducation physique. Alors vous voyez que là, elles ne sont pas du tout indexées sur des groupements d'activités, c'est pas du tout indexé sur des types de problèmes particuliers, c'est indexé sur la nature symbolique qui est traitée. Il n'y a pas très longtemps, mais j'avais fait ça à Paris, là, quand j'avais expliqué sur le corps en activité de pleine nature, en escalade par exemple, j'ai proposé 3 entrées différentes, une sur le vertige, une davantage sur la performance par exemple, qui renvoient donc à des registres symboliques différents. Le corps vital. Tout à l'heure, l'exercice que vous allez faire, Thierry, autour de cette attention portée sur vos fonctions cardiaques et respiratoires, eh bien, si on reprend l'idée d'activité adaptative, alors vous savez qu'au CEDREFS, on a depuis quelques années fait la distinction entre pratique et activité, pour éviter la confusion entre le nageur et la natation, comme dirait Jean-Luc. Si on regarde l'activité adaptative, c'est-à-dire qu'on se passe du point de vue de ce que fait le sujet, on pourrait identifier là aussi des versants différents qui pourraient être intéressants d'explorer de manière un peu plus systématique. C'est ce qu'a proposé tout le travail autour de la CP5, qui n'est pas s'entraîner, mais qui est d'intervenir sur soi. Et donc, comment on forme, comment on va éduquer les élèves à pouvoir intervenir sur différentes propriétés corporelles. On avait déjà une première piste qui avait été esquissée par Guaran sur l'idée et qu'on retrouve aujourd'hui dans le CEDREFS, c'est que le pas en avant. Le pas en avant, c'est un pas qui correspond à une motricité non usuelle. Si vous relisez un petit peu ce qu'on a écrit, c'est fondamental. En éducation physique, on n'est pas là pour conforter des motricités usuelles. Dans les pas en avant, il y a cette dimension-là. Et bien trop souvent, sous couvert de pédagogie de la réussite, moi je vois beaucoup trop de pas en avant qui n'en sont pas. Guaran avait déjà donné une piste là-dessus en disant il faut qu'on s'émancipe des déterminismes de la motricité. Éviter de se mettre de face en tennis de table, c'est pour ça qu'on est sur tout en peu droit, éviter être sur l'avant des pieds en escalade parce qu'on reconstruit la verticale. Dans toutes les activités, on peut faire et proposer des pas en avant, les bras acrobatiques d'Alain en gymnastique. Donc, c'est pas simple ça. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait, dans l'intervention sur laquelle j'ai été sollicité sur la grille interne, sur la lecture de la motricité, indépendamment des cadres théoriques,
j'ai refait un point aux collègues qui étaient là sur ce que dit Berthoz. Berthoz dit le corps humain, c'est pas une page blanche, quoi. C'est-à-dire qu'on a déjà a priori plein de systèmes neurobiologiques qui sont là pour répondre à plein de situations quotidiennes. Or, les activités physiques, les pratiques physiques et sportives, eh bien, elles sont antinaturelles. Elles vont à l'envers, elles contrarient tout ce qui est spontané. Et il va falloir, et c'est tout l'enjeu pour nous, construire ces nouveaux possibles. Il faut donc, et tout à l'heure tu parlais du corps sensible, il y a un mot qui existait dans le modèle du pratiquant cultivé du CEDREPS, il y avait 4 dimensions, et il y avait la dimension sensibilité et intelligibilité. Et force est de constater que les dimensions motricité et sociabilité ont pris beaucoup d'importance, y compris dans nos travaux, voire intelligibilité, mais que la dimension sensibilité, elle est passée un petit peu à l'as. Et là, ce qu'on propose, c'est de se dire à quelle dimension ou à quelle grande propriété psychophysiologique il faut-il rendre sensibles les élèves. Donc ça dépasse la CP5, c'est pas uniquement la CP5. Sensibilité à l'agir, et vous avez vu, j'ai marqué sensibilité aussi au non-agir. Alors évidemment, en éducation physique, ça nous interpelle un petit peu. Pourquoi éduquer au non-agir, c'est aussi noble que éduquer à l'agir? Du coup, même réflexion que tout à l'heure, c'est-à-dire on se dit, ben voilà, en éducation physique, et là aussi ça serait toujours discutable, sur quel grand versant il faudrait travailler. En sachant que, ce qu'évoquait Thierry tout à l'heure, certains versants, je m'en suis aperçu en questionnant les collègues il n'y a pas très longtemps, que les données qu'on a connaissant sur comment est régulée la posture, la perception, les coordinations, l'équilibration, moi je vois beaucoup de collègues qui sont énormément démunis pour comprendre la motricité en escalade. Le problème de la motricité en escalade, c'est qu'il n'y a pas de repère, il n'y a pas de technique, vous n'avez pas un petit bréviaire à côté qui vous dit quelles sont les bonnes positions à prendre, les mauvaises positions à prendre. Il faut faire de l'analyse posturale et de l'analyse dynamique. Et là, on s'aperçoit que c'est difficile. Et alors que ça devrait être un élément du cœur du métier. Donc on propose, là aussi, 5 versants de l'activité adaptative à explorer. Alors le versant tonico-émotionnel, des versants un peu plus connus, qui sont bien explorés par la profession, c'est le versant cardiovasculaire et le versant production d'énergie. Alors tout à l'heure, juste par rapport à la remarque sur le numérique, là-dessus, bien sûr, comme a répondu Thierry, pour explorer ces versants, on peut croiser des données objectives et des données sensibles, il n'y a pas de souci. Mais encore faudrait-il arriver ou trouver des systèmes qui nous aident, par exemple sur le versant de la coordination et de l'équilibre, ce qui va être beaucoup plus délicat. Un 4e versant qui est le versant de la coordination de l'équilibre et un 5e versant perceptif et décisionnel.